Bonjour et bienvenue à cet épisode dédié simplement au nettoyage. Certains d'entre vous auront vu une petite vidéo où j'ai montré ce magnifique masque 44 que j'ai trouvé encore dans son emballage d'origine. Donc ça veut dire qu'il est graissé entièrement à l'extérieur et à l'intérieur, partout, dans tout. Le canon est aussi plein. Et j'ai eu beaucoup de commentaires me demandant de montrer donc le processus pour préparer l'arme à nouveau pour le stand. Et donc je vais faire de mon mieux. Alors le but ici, comme j'ai dit, c'est simplement de le rendre à nouveau fonctionnel. Il marche bien sûr, mais bien sûr il faut dégraisser le système complètement. Donc le canon, le tube de gaz, très important, toute la boîte de culasse, la culasse elle-même. Ensuite, s'il va rester un peu de graisse dans les recoins, par exemple le tube de baïonnette ici est plus ou moins rempli, je vais le laisser tel quel, ça ne gêne personne, ça n'affecte pas la fonction du fusil, donc ça fait 65 ans que la graisse est là, elle protège, il n'y a pas de problème. Pareil avec la hausse ici, là il y en a absolument partout, mais je vais dégraisser pour que le curseur soit fonctionnel, que l'œilleton soit ouvert, et ensuite je vais laisser comme ça. Je ne vais pas m'amuser à enlever des broches à droite et à gauche quand ce n'est pas strictement nécessaire. Alors, ce que je vais utiliser pour le nettoyage, je vais garder les choses assez simples. J'ai pour le système, le tube d'empreinte de gaz, j'ai tout simplement des cure-pipes, donc des vrais, pas ceux qu'on utilise dans les écoles pour bricoler. Ça c'est avec, je suppose que c'est des fibres de coton. Et ensuite, pour le reste, j'ai 5 kg de vieux chiffons. Ça, je les ai achetés comme ça. Je ne vais pas découper des nappes ou des housses de couette de madame. Voilà. Et aussi, j'ai de l'acétone, tout simplement, juste pour donc enlever la graisse, pour pouvoir aussi tremper des pièces. Et on m'a aussi conseillé d'utiliser un sèche-cheveux, juste pour ramollir un peu la graisse, très doucement bien sûr, avant de nettoyer au chiffon. Donc on va voir comment ça va marcher. Alors je vais faire ça au fil des jours, des semaines, quand j'ai une petite heure de libre. Donc ne soyez pas surpris si tout d'un coup je change de vêtements, de longueur de cheveux, de barbe. Voilà. Alors, en ce qui concerne les outils, je vais garder ça assez simple. J'ai ici tout simplement un petit kit de tournevis avec des embouts pour les armes. Le plus important, c'est que la plupart des lames, des tournevis ont des faces parallèles au lieu d'être convexes. Donc ceci pour que ça rentre bien au fond de la tête de vis et sans déplacer de métal sur les bords. Et bien sûr, pour les amateurs des armes françaises, vous savez bien sûr qu'il y a des têtes de vis particulières avec 2 trous. Ceci pour empêcher le soldat de démonter les parties du fusil qu'il ne devrait pas. Alors, pour ceci, j'ai tout simplement sacrifié quelques embouts et meulé la lame pour laisser 2 broches. Et voilà, avec ça, on peut ensuite dévisser ces têtes particulières. Si elles sont un peu plus larges que le diamètre de ces embouts ici, j'ai simplement utilisé un bout de scie en fait. J'ai meulé, découpé cette petite clé. Donc par exemple celui-ci, il est un peu plus large. Et avec ça, je vais pouvoir donc démonter cet écrou dans ce cas. Alors la première étape sera le démontage de la boîte de culasse et la culasse mobile. Voilà. Alors, voici le couvercle du boîtier. Il y a plein de graisse là-dedans. La hausse est aussi remplie, l'œilleton est rempli, mais tout marche comme ça devrait.
Ça fait juste un petit nettoyage léger. Et voilà la culasse mobile, Burke. Ça, par contre, il va falloir dégraisser à fond, démonter, démontage complet, parce que ça, c'est horrible. Alors, l'une des particularités du MAS 44, c'est que le percuteur est sollicité par un ressort. Donc, même graissé, ça marche. Ce ressort n'est pas présent sur le MAS 49, 56 non plus. Visuellement, ce n'était pas nécessaire, simplement pour simplifier. Bien sûr, avec les munitions militaires, les amorces étaient assez dures pour qu'il n'y ait pas de mise à feu intempestive. C'est que maintenant, avec les munitions rechargées modernes, que ça cause des fois des problèmes. Mais à l'époque, c'était pas vu comme étant nécessaire. Donc on voit le percuteur est plus fin, et puis le diamètre est réduit ici pour accommoder donc le ressort qui est coincé dans le corps ici. Alors maintenant je vais enlever la crosse et puis le fût. Alors pour enlever la crosse, il suffisait simplement d'enlever la vis ici, à l'arrière du boîtier. Et ensuite, c'est retenu imbriqué à l'arrière, ici dessous. Et aussi, il y a un crochet à l'avant du module de détente, ici, qui vient s'accrocher. Là, c'est difficile à voir, il y a une lèvre ici, un rebord. Et ça vient s'accrocher là derrière. Donc avec les deux points de contact, ça donne une fixation assez stable. Donc maintenant, pour enlever le module de détente, il faut juste enlever cette vis ici. Elle est bloquée par une petite lame ressort qui est riveté ici au pontet. Donc il faut juste pousser cette lame en arrière et dévisser en même temps. Voilà. Voilà le module, très simple. L'une des particularités ici, c'est le gros trou dans le marteau, donc, qui sert à alléger le marteau. Mais sinon, ça reste inchangé sur les modèles qui suivent. Alors pour enlever le fût, il va falloir utiliser les embouts spéciaux, parce qu'il y a 3 vis ici à enlever. Ici sur l'embouchoir, celui-ci, et il y en a un troisième ici juste à côté du boîtier. Alors voilà la baïonnette, c'est complètement engraissé, même dans les rainures ici. Donc je suppose que le tube est plein aussi. Donc voilà l'embouchoir, il n'est pas tout à fait identique à celui de MAS 36, le devant. Alors voici la partie supérieure du fût. Notez qu'il y a 2 plaques métalliques clouées là en place. Et je suppose qu'elles sont là comme protection thermique, parce qu'elles viennent donc s'appuyer sur le dessus de tonnerre
qui va bien sûr chauffer assez rapidement après une période de tir. Outil spécial. Ouais, c'est facile. Comme si c'était fait pour. Ah, ça glisse. Je peux même plus les enlever. Alors l'écrou ici est bien logé. Donc je vais élever un peu cette partie avec du bois et gentiment chasser le boulon. Alors voici l'intérieur. Donc comme le MAS 36, il y a en fait 3 points de support du canon. Donc ici juste après la chambre, une à peu près à mi-longueur et une ici à l'embouchoir. Alors voici le boîtier. Donc très simple. Tout ce que je vais faire ici, c'est simplement enlever cette vis ici pour libérer l'arrêtoire de culasse ici, qui est sollicité par un ressort, enfin qui est tiré vers le bas vers un ressort, mais il coince un peu, donc je vais l'enlever pour pouvoir nettoyer son logement et le ressort dedans. Sinon, il n'y a vraiment pas grand chose. Bien sûr, il y a la chambre ici à nettoyer. Ensuite, on a le tube d'emprunt de gaz, qui est assez long, un peu plus long que sur le 49-56. Ici, je pourrais enlever donc le collier ici pour la prise de gaz, mais comme c'est fixé, poinçonné, les vis sont poinçonnées, je ne veux pas déranger tout ça. Je devrais pouvoir le nettoyer sans enlever quoi que ce soit. Ici l'embase du guidon qui semble être brasé en place, ça c'est étonnant. Et puis avec un gros trou, ça je sais pas, aussi simplement pour alléger je suppose. Intéressant comment fonctionne l'arrêtoire, je ne m'étais pas imaginé comme ça. En fait la vis de fixation traverse la tige ici au-dessus du ressort. Et c'est ça qui crée la force de rappel vers le bas une fois qu'on lâche la culasse. Alors je viens de découvrir que la fixation du bouton de manœuvre ici est pas tout à fait le même que sur le MAS 49. Normalement il y a juste une goupille qu'il faut juste chasser, mais là en fait nous avons une tige avec une rondelle de chaque côté, et ensuite chaque bout a été martelé pour fixer la rondelle de chaque côté, et donc pour fixer le bouton sur l'extension ici. Alors on voit déjà que c'est déjà fissuré ici, donc ça ne va pas survivre beaucoup. Je pense que ce que je vais faire, c'est très doucement percer ici l'une des têtes ici pour libérer la tige et enlever le bouton, comme ça je pourrais au moins le conserver. Et puis je vais le remplacer par un bouton de MAS 49, quitte à refaire la tige pour le fixer en place, ça ce sera pas un problème. Alors, voici le module de détente, marteau, des gâchettes ici, détente. Alors j'ai laissé la graisse à l'intérieur puisque voilà, j'en ai besoin sur les axes, sur les ressorts, pour que ce soit bien graissé. Si on compare ça avec le bloc du MAS 49 ou 49-56, on voit que les parois sont légèrement différentes. Il y a une petite découpe ici à l'avant. Sinon, ce qui frappe, c'est bien sûr la différence entre les deux marteaux. Le marteau du 44, en fait, a beaucoup de traces d'usinage. Donc, en fait, toute la tête ici est usinée. Le devant, le dessus, tout a été rectifié. Le crochet, bien sûr, à la fin, à l'arrière. Là, je suppose que le trou est simplement pour l'alléger. Mais par contre, la tige ici porte encore les traces de moulage. Donc là, ça n'a pas été touché. Il y a un tout petit poinçon
là qui est un BL, je pense. Donc c'est sans doute la société qui a produit, qui a été sous-traitée pour produire les marteaux. Tandis que celui-ci, on voit clairement qu'ils ont fait vraiment le minimum d'usinage et on voit le reste qui est encore brut du moule. Donc ils ont juste rectifié les côtés, usine la face, ce qui était essentiel, la face et le crochet arrière pour les deux détentes. Sinon, ils ont laissé tel quel. Alors j'ai entendu dire, mais je ne l'ai jamais fait, que pour alléger la détente, il est possible de juste faire coulisser l'axe de sécurité ici, de la sécurité, et d'enlever l'une des pattes du ressort de détente, donc pour qu'il se glisse dessous. Ça a par contre comme conséquence que le levier de sécurité est moins positif, donc il y a une possibilité qu'il vienne par inadvertance se glisser en mode sécurité lors du recul par exemple. Pas un problème en stand bien sûr, mais je suppose que en tant que fusil réglementaire, il ne fallait surtout pas faire ça. Et je dois dire que personnellement, je ne trouve pas les détentes si mauvaises que ça sur les deux. C'est pas trop mal. Alors on voit que le numéro de série a été gravé là sur la face arrière. Sans doute juste après quelques pinards à midi. Sinon la graisse elle s'en va assez bien en fait. Donc j'essaye de minimiser l'utilisation d'acétone parce que ça pue. Et donc seulement quand c'est vraiment encrassé, mais là c'est quand même assez accessible ici au milieu, donc avec le chiffon ça suffit largement. Alors ce que je suis en train de trouver très utile, c'est aussi un jeu de chasse-goupilles en laiton. Donc ceux qui sont tout petits, ils servent pratiquement à rien. Ils ont été matés à un premier impact. Mais les gros là, j'utilise justement pour pousser le chiffon à travers des trous là, pour forcer la graisse à sortir. Donc c'est très utile, et puis en plus sur des pièces en acier comme ça, il n'y a pas de risque de gratinure. Alors voyons voir le tube de gaz maintenant. On va voir avec la cure, ça rentre assez facilement. On commence à pincer un peu, bien sûr il y a le coude ici, mais ça rentre assez facilement. Et voilà, j'ai touché ce que j'espère être le bout. Vérifier à la longueur. C'est bon, ça s'arrête à la frette. Donc visiblement c'est dégagé. Ça c'est un très bon signe. Et c'est aussi propre. Donc je vais le réinsérer et je vais le laisser dedans. Comme ça sera bouché lorsque je vais dégraisser le canon, parce que je ne veux pas non plus pousser de la graisse dans la frette et puis dans le tube. Puisque c'est déjà débouché, mieux le laisser comme ça. Bon, maintenant il faut que j'attaque l'intérieur du boîtier. L'extérieur c'était assez facile, c'est des faces planes, mais là il y a des recoins partout, les petites découpes, des entailles. Voilà. Je vous ai un nouveau chiffon s'il vous plaît. Merci. Ah, ça peut marcher, non?
Voilà. Alors, peut-être que vous savez tous pourquoi il y a cette enture ici, pour fixer le crochet du magasin. C'était bien sûr parce que quand il fut décidé de redévelopper le MAS 40 pour produire le MAS 44, on a changé d'avoir un magasin interne, comme le MAS 36, à un magasin externe amovible. Et bien sûr, il fallait un moyen de sécuriser le chargeur dans le boîtier. Et bon, il n'y a pas trop de place, honnêtement, dans le boîtier. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Alors, il fut décidé de simplement monter un crochet à l'extérieur, comme les Suisses. Et voilà, c'était une solution pratique. Mais ce n'était pas la première solution. Avant, il était proposé d'avoir des lames ressorts qui venaient se coincer d'une façon ou d'une autre à l'intérieur du boîtier. Donc, je suppose qu'il fallait juste donc appuyer sur ces lames pour insérer. Et puis, je suppose qu'il y avait quand même un petit crochet ou quelque chose pour retenir le chargeur. Évidemment, ça n'a pas marché et apparemment, il tombait tout le temps. Malheureusement, j'ai jamais trouvé de photos, de gravures ou de schémas, croquis, montrant exactement cette version. J'ai seulement des anecdotes écrites. Mais voilà, donc ça, en fait, c'était la deuxième solution. Je suis juste en train de confectionner une petite brosse spéciale pour le trou de l'arrêtoir de culasse qui est ici. Donc il y a un tout petit trou dessous d'évacuation d'eau, mais ça a l'air quand même assez bloqué. Alors je suis juste en train de finir le couvercle du boîtier. Je l'ai eu, il était toute la journée dans l'acétone dans ce pot ici. Et en fait, la graisse n'a pas réagi comme je pensais. Je pensais que elle serait ramollie et puis que j'aurais une couche au fond un peu gélatineuse. Mais en fait, ça a séché la graisse. Et tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste la brosser. Donc j'ai une petite brosse en laiton là, c'est très douce. Et c'est comme ça s'écaille en fait. Donc c'est très facile. J'ai aussi remarqué quelque chose que je n'avais jusqu'à ce jour jamais remarqué, c'est que le bout du guide du ressort récupérateur a en fait un piston. Je n'avais jamais remarqué que c'était mobile. C'est sur le 49 et 49-56 aussi. Donc je suppose que ça amortit la culasse en fin de recul. Et donc voilà, j'ai découvert quelque chose. Alors, la hausse est bien sûr selon le modèle MAS 46 et il a déjà été ajusté. Celui-là est marqué plus 4 et en effet, il est légèrement décalé à droite. Donc, il a déjà été réglé à l'usine et j'espère juste qu'avec la munition moderne, ça va être, le point d'impact sera comparable comme il faut. Alors, voici les deux partie de la culasse dégraissée et légèrement huilée maintenant. Donc j'en profite juste pour montrer le système de verrouillage. Alors dans la pièce de manœuvre, nous avons deux premières surfaces de cam ici, là et là. Elles sont couvertes par les plaquettes là. Et nous avons sur la culasse mobile, ça va dans ce sens-là, deux contre-cam, on va dire, de ce côté. Et ce qui se passe, c'est que, lorsque c'est assemblé, lorsque la culasse est verrouillée, donc cette partie-là est contre la chambre, la bouche de la chambre, et la pièce de manœuvre avance et force la partie postérieure de la culasse mobile à descendre et se verrouille sur le coin qu'on voit ici, donc il est en acier durci par rapport au reste du boîtier. Et lorsque le coup part, donc la pièce mobile ici est verrouillée. Par contre, la pièce de manœuvre ici est libre. Donc le gaz du tube est injecté ici dans ce trou borne, ce qui fait qu'il peut aller en arrière. Avec les surfaces de cam, cela force
la pièce de culasse mobile à se relever et elle est donc libérée du coin de verrouillage et l'ensemble peut ensuite reculer. Lorsque ça revient en batterie, la pièce de culasse mobile s'arrête contre la bouche du canon, de la chambre, pardon, et la pièce de manœuvre continue et verrouille le tout. Et maintenant qu'il est nettoyé, je peux vous montrer le percuteur. Donc, vous voyez, il est assez fin, réduit en dimension, en diamètre ici pour le ressort, que j'ai finalement pu extracter de la culasse mobile. Donc ça fait qu'il y a un retour de percuteur, et puis il y a moins de risque de percuter simplement par inertie. Ce qui est possible avec des amorces modernes, des amorces civiles bien sûr, avec le percuteur beaucoup plus robuste. Celui-là c'est un 49-56 version renforcée. On voit le haut ici. Et voilà donc. Par contre le remède c'est très simple, il faut juste enlever 1/2 mm de la pointe et bien arrondir et puis il n'y a plus de problème. Alors j'ai brièvement évoqué le coin ici. Alors pendant qu'on y est, on peut aussi parler de la butée de cette plaque ici. Alors elle sert à fixer le coin naturellement, mais elle a une deuxième fonction car à l'intérieur il y a une surface de butée qu'on aperçoit ici et ça sert à pousser l'éjecteur qu'on voit ici. Donc lorsque la culasse mobile recule, elle vient buter contre la butée et ça pousse l'éjecteur pour donc éjecter la cartouche. On voit que cette plaque a changé de forme si on compare à celle sur la 49 et 49-56 qu'on voit ici. Elle est beaucoup plus grande, plus angulaire et elle est tenue en place par 2 vis cette fois au lieu d'une. Puisque là on peut aussi remarquer que sur le 49 et 49-56 il y a bien sûr des rainures usinées dans la paroi ici du boîtier pour accueillir le montage pour la lunette APX. Il faut aussi dire qu'il y a eu une pré-série, la MAS 44A, donc pré-série du 49 si on veut, qui a aussi des rainures pour le montage d'une lunette. Alors ça y est, maintenant c'est inévitable, il faut nettoyer le canon, pousser toute cette graisse hors de là. Alors j'ai une baguette ici flexible, une grosse brosse en nylon, et voilà, je vais enfiler ça et on va voir ce qui ressort. Et Burk. Il y a des vidéos avec des points noirs. Mais voilà, mais en fait il n'y a pas grand chose, hein. Je pensais qu'il y en aurait plus. Alors le plus est fait, maintenant il faut juste que je remonte le fusil. Alors en ce qui concerne la boiserie, finalement je ne l'ai pas nettoyé à l'acétone. Je pense qu'il n'y en avait pas vraiment besoin. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai frotté successivement avec des chiffons, à chaque fois un chiffon propre. Donc j'ai bien frotté, j'ai laissé sécher quelques heures, ensuite je l'ai fait 3-4 fois. Et c'est tout ce qui semble nécessaire. Donc il a cette patine satinée et je vais le laisser tel quel. Comme ça, il n'y a pas de chance de l'endommager ou quoi que ce soit. Dernière chose intéressante à l'intérieur du fût, c'est cet évidement ici et ces 2 petites encoches de chaque côté. Donc le remplacement n'est pas au hasard. Donc si on met la partie supérieure dessus, on voit qu'on a une ouverture là sur le côté. Et en fait, si on met ça à côté du canon,
on se rend compte que c'est exactement là où est la frette pour l'empreinte de gaz. Et donc ça veut dire qu'il y a un endroit pour évacuer une éventuelle fuite de gaz. Et le trou ici en dessous est aussi connecté avec le trou pour la baïonnette. Donc on voit ça sur le MAS 49 aussi, sauf que c'est maintenant que le tube est raccourci, il est de l'autre côté de la grenadière. Ça y est, on y est, prêt pour le remontage. Mais d'abord, prenons un peu de temps pour une tasse de thé. Et voilà, le voilà prêt pour le stand. Donc le remontage n'a pas présenté de difficultés particulières, hormis que j'ai lâché le couvercle lors du remontage. J'ai eu quand même besoin d'une troisième main juste pour maintenir la grenadière et le battant. Ce battant qui a une très longue histoire dans les armes réglementaires françaises, puisqu'on la retrouve dans le premier fusil standard réglementaire, le modèle 1717. Et bien, il y a une tradition, l'a maintenue jusqu'à l'arrivée du FAMAS en fait.
Alors avant de vous quitter, je vais juste faire une remarque concernant ce qui est un vestige du MAS 40 si vous voulez. Et ça c'est le guide pour lame chargeur sur la pièce de manœuvre. Le MAS 40, tout comme le MAS 36, avait un chargeur intégré. Et donc pour ça il n'y avait pas de problème. Le guide ici était un peu plus élevé. Et bien sûr il n'y avait pas ces lèvres ici de rétention qui sont sur le chargeur pour éviter que les cartouches sortent. Donc quand on met des cartouches, quand elles sont logées dans le guide, il y a quand même un espace assez important entre le chargeur amovible et la première cartouche. Et ce qui arrive inévitablement, et voilà, c'est que les cartouches ont tendance à basculer droite ou à gauche, puisque justement ces lèvres ici ont tendance à pousser les cartouches hors de la rainure dans le chargeur, et c'est tout bloqué. Alors c'était vraiment à utiliser en cas d'urgence. D'ailleurs, les soldats avaient des poches pour au moins 4 chargeurs, donc ça c'était vraiment un vestige. Je ne sais vraiment à utiliser en cas d'urgence. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont retenu. Et voilà le travail. J'espère que vous avez apprécié le processus ainsi que les anecdotes. Et honnêtement, je suis vraiment impatient de l'essayer à 300 mètres. Je vais peut-être le tester d'abord juste à 25, juste pour m'assurer que mécaniquement tout fonctionne comme il faut. Et ensuite, c'est parti. Je vais juste aussi tourner un bouton de manœuvre. Une fois que j'aurai un plastique, je ferai ça sur le tour. Et puis voilà, ensuite ça sera parti. Alors, je remercie tout le monde. Merci pour votre attention. Merci aussi pour votre soutien sur toutes les plateformes. Et je vous reverrai très prochainement. À plus!